Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Smart Impact. C'est le dernier en partenariat avec Change Now, l'événement mondial des solutions pour la planète. Et justement, je reçois dans une minute le fondateur de Change Now, Santiago Lefebvre. On fera le bilan de cette édition 2021, 100% digital. Et puis on va partager les bonnes pratiques et les leçons de ces 3 jours de débat. Et puis on ne perd pas nos bonnes habitudes dans cette émission. On garde évidemment Smart Ideas, une start-up à l'honneur. Vous découvrirez LR Technologies, société de conseil en ingénierie qui a été créée avec 2 objectifs prioritaires, le bien-être au travail et la protection de l'environnement. Mais d'abord, c'est l'heure des comptes à Change Now. Bonjour Santiago Lefebvre, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous accueillir. On a été très heureux d'être partenaire de cette édition 2021 de Change Now. Merci de nous avoir accompagnés et envoyé certains de vos intervenants. C'était vraiment passionnant. Comment se sont passés ces 3 jours de débat? Quel bilan un peu général, on rentrera dans les détails après, mais quel bilan général vous faites? Alors déjà, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail qui ont abouti là, sur ces 3 jours d'événements. C'était une année vraiment particulière, hein, comme tout le monde. L'année Covid sera, je pense, dans les mémoires de tout le monde. Et j'ai l'impression que cet événement, on l'a organisé 3 fois, parce que c'est vrai qu'on a commencé à l'organiser en se disant à ce moment-là, c'est bon, tout ira bien, on pourra le faire en physique. Puis après, on est allé vers l'hybride et finalement, on a opté pour le digital. Et l'expérience du digital a été, pour nous, dans le cadre de cette année, une vraie chance, puisque l'événement a rayonné, a permis de rassembler énormément de monde et à rayonner aussi international, puisqu'on a eu des participants de 165 pays. Ça n'aurait pas été possible d'une certaine façon en 100% physique. Donc vous avez fait d'une contrainte une chance, on peut dire ça? On peut dire comme ça, en fait, au moment où on a choisi d'aller au digital, on s'est dit, allez, on y va à fond, on le choisit, on va pas faire ce qu'on disait avant, une version digitale dégradée, non, on va faire une version digitale augmentée finalement. Et pour ça, on est allé chercher, justement, ça nous a permis d'avoir des intervenants qui... on n'aurait jamais eu la possibilité de les faire venir ici à Paris dans ces conditions-là. Donc voilà, on pourra faire un peu le point, mais entre Kimball Musk, le frère d'Elon Musk, qui fait beaucoup de choses dans l'alimentation durable, à Sylvia Earle, à des participants qui nous ont fait des lives directement depuis l'Amazonie, d'autres depuis l'Australie. Voilà, c'était vraiment quelque chose d'hyper puissant. Un moment comme celui-là, quand on est dans une organisation, on va dire, traditionnelle, c'est aussi un moment de rencontre. Parfois, il y a des rencontres fructueuses, inattendues, qui peuvent même déboucher sur des projets. Est-ce que ça, c'est pas un peu la frustration de cette édition 2021 ou est-ce que ça a été malgré tout possible? Alors, ça a été malgré tout possible. C'était vraiment le pari qu'on voulait faire. C'est-à-dire que Change Now, à l'origine même de Change Now, il y a cette volonté de faire des rencontres, de créer la rencontre qui va permettre à des solutions de passer à l'étape suivante dans leur développement. Et c'est vrai qu'en digital, on avait toujours un petit peu... On se posait la question. Et là, les premiers retours qu'on a après ces 3 jours, très clairement, c'est que ces connexions ont quand même marché. On a organisé les rencontres. On a fait, par exemple, une sorte de... une des activités possibles lors de l'événement en digital, c'est qu'on faisait des visites avec des groupes. On leur disait, regardez, on va faire par exemple un tour sur ce qui se passe sur l'océan. Et pendant la discussion, on dit, justement, on va vous présenter tel intervenant qui rentre dans la room digitale. Oui. Et là, il y a des échanges. Et suite à ça, il y a plusieurs entreprises qui nous ont dit, nous, ça fait des années qu'on essaye de travailler avec ces personnes-là. Donc là, on leur a dit, OK, go. Et à partir de la semaine prochaine, on commence la collaboration. Et ça s'est fait pour plusieurs projets dans l'événement. Alors, on va détailler évidemment les grandes thématiques de cette édition, mais je voudrais revenir à la genèse de Change Now. Vous l'avez créé il y a 4 ans, c'est ça? C'est ça. 2017. Est-ce que vous pouvez faire aussi le bilan de l'évolution? Parce que c'est ça qui est intéressant en 4 ans. Alors, l'idée a émergé en 2015. En 2015, il se passe beaucoup de choses. Il se passe notamment la COP21, où moi, j'ai eu la chance d'aller là-bas. Et c'est vrai qu'on sentait qu'il y avait d'une part une vraie mobilisation citoyenne sur la question, et de l'autre côté, également des accords gouvernementaux. Mais moi qui venais plus de la sphère entrepreneuriale, entreprise, je me dis en fait, cette transition, on n'y arrivera jamais si on n'arrive pas à fédérer massivement les acteurs économiques. Donc Change Now, c'est né de cette idée-là. Comment est-ce qu'on crée un événement mondial comme ça existe dans tous les autres secteurs? Il y a le Bourget pour l'aéronautique, le Festival de Cannes pour le cinéma. Comment est-ce qu'on fait ça pour ceux qui sont en train de changer le monde? Donc voilà, Change Now est né de cette idée-là. Première édition en 2017, on était à Station F avec 2000 participants. C'était vraiment, on va dire, à l'époque où quand on parlait d'impact, les gens disaient qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est un peu ça, oui. Maintenant, je crois que tout le monde a compris. Voilà, maintenant, tout le monde a compris. Ouais. Très clairement, ce qui a changé, c'est qu'au début,
la première édition a permis à des personnes qui étaient déjà acteurs de se dire, mais en fait, je ne suis pas seul à vouloir changer le monde. Donc, la rencontre entre pairs. L'année suivante, ça a été l'arrivée des investisseurs dans ce jeu-là. Oui. La troisième année, donc on a eu la chance d'aller au Grand Palais pour la troisième année avec 28 000 participants. Là, c'était vraiment un grand saut. C'est l'année où, clairement, je pense, le secteur de l'impact a vraiment explosé, a marqué son entrée comme une vraie industrie. Et là, ce qui s'est passé, nous, ce qu'on a vu, c'est très clairement le fait qu'en 2018, les levées de fonds moyennes qu'on accueillait, nous, sur l'événement, parce qu'on a ce qu'on appelle un pitch garden, donc c'est là où les startups viennent pitcher pour trouver des fonds. Oui. Ticket moyen recherché en 2018, fin 2018, c'était dans les 300 000 euros, 300 à 500 000. Une année après, édition de janvier 2020, le ticket moyen était plutôt de 1,5 million. Ce qui montre qu'il y a une vraie montée en puissance des startups, qu'elles ont déjà montré aussi qu'elles avaient un business model viable et qu'elles étaient dans une phase de croissance et d'accélération. Ça a encore augmenté cette année? J'ai pas encore les données. Vous n'avez pas la moyenne? Non, Ouais. j'ai pas la moyenne encore pour cette année. Moi, je pense que ça a augmenté. Ce qui a aussi clairement évolué cette année, c'est à quel point ça a commencé l'année dernière, mais les politiques également viennent à la rencontre de ces solutions. Et un cas très concret, nous on l'a expérimenté l'année dernière au Grand Palais, on a vu la visite de Brune Poirson sur place pendant plusieurs Qui mois. était ministre Secrétaire d'État on va dire à la transition à la écologique. transition écologique à l'époque, ouais. Elle vient sur place et elle rencontre une start-up qui s'appelle Planet Care, qui fait des filtres qui capturent les microfibres plastiques dans les machines à laver, avant que les fibres elles passent finalement dans l'eau et dans l'océan. Et Brune Poisson voulait faire passer un projet de loi qui permettait de capter ces fibres, mais tout le monde disait mais c'est impossible, etc. Et en trouvant la solution à Change Now, elle a fait passer dans le projet de loi économie circulaire qu'en 2025, toutes les nouvelles machines à laver vont avoir ce genre de filtre. Est-ce que, Santiago Lefebvre, la France est plutôt en avance justement dans ce domaine des green startups? Est-ce qu'on est vraiment un vivier? Alors, la réponse est oui. La réponse est oui, et on a eu des données. En fait, avant, je pouvais toujours vous dire oui par l'intuition. Là, Maintenant, on a des chiffres. Maintenant, on a des chiffres. Oui. On a des chiffres dont je n'ai pas le détail, mais j'ai vu l'étude il y a un mois à peu près, fait par un autre média vraiment tech, qui est basé en Allemagne et qui a fait vraiment au niveau européen qui sont les pays leaders. Et l'endroit où il y a le plus de startups de l'impact et le plus de levées de fonds, c'est la France, en Europe. Quelles sont les priorités que vous identifiez avec votre expérience de 4 ans et avec le bilan de ces 3 jours pour faire encore grandir l'écosystème de l'impact? C'est quoi pour vous la priorité? Alors c'est vrai que nous, on se pose souvent la question de quelle est la défaillance aujourd'hui dans l'écosystème qui fait que ceux qui veulent changer le monde n'y arrivent pas forcément. Donc voilà, côté financement, ça commence à se faire. Côté relations avec les entreprises, tout ça, c'est des choses qu'on a construites. Une des prochaines choses sur lesquelles on travaille, on a déjà commencé, c'est tout l'aspect carrière. Comment est-ce qu'on fait pour que le talent... Le recrutement. Ouais. Comment les talents qui veulent finalement avoir une carrière dans l'impact peuvent vraiment le faire. Donc on le fait déjà avec des salons de recrutement dédiés. Et puis là, on a lancé il y a 1 mois et demi on va dire un nouveau projet qui est le premier classement des écoles et universités pour changer le monde. Et ce classement-là va permettre finalement aussi aux étudiants qui veulent vraiment avoir une carrière dans ce secteur-là, de dire ok, quel est le choix d'études optimal que je peux faire ou mon choix d'école pour finalement faire carrière dans le secteur. Et est-ce que les startups, on parlait des startups, des green startups françaises, est-ce qu'elles ont parfois du mal à recruter les talents, même si on a bien vu que dans la génération des jeunes diplômés, il y avait vraiment une appétence pour effectivement ces carrières-là? Est-ce qu'elles ont quand même un peu de mal peut-être à être tout simplement dans le radar, quoi? Alors ça, c'est le vrai point. C'est la marque employeur n'est pas encore suffisamment connue. En revanche, celle qui commence à l'être arrive à attirer énormément de talents. Nous, ce qu'on dit aussi et qu'on ressent, c'est que les entreprises qui ont un impact réel vont avoir beaucoup plus de facilité à avoir les bons talents. Parce que c'est une vraie demande des jeunes et de ceux qui travaillent de manière générale, des jeunes professionnels. Alors, c'était, je le rappelle, la 4e édition avec évidemment des thématiques historiques qui étaient conservées, mode durable, finance, économie circulaire, vous avez parlé de cinéma aussi, mais il y a aussi ces thèmes qu'on va détailler, la santé, la biodiversité, le sport et l'art engagé. J'espère qu'on aura le temps de faire les cartes. Je commence avec la santé et ce concept qui a été développé par l'OMS de One Health. Il dit quoi ce concept ?
Donc le concept de One Health, en gros une santé. Vous le prononcez mieux que C'est moi, ça. oui, c'est bien. Mais traduit en une santé, Oui. signifie qu'en fait la santé humaine de l'homme est intrinsèquement liée à la santé animale et à la santé de la nature. Et c'est vrai que lorsqu'on fait une pression forte, par exemple si on fait beaucoup de déforestation, par exemple, on met une pression très forte sur la santé de la nature et de la biodiversité, donc aussi de la santé animale quelque part, et ça fait un déséquilibre. C'est comme ça que l'OMS décrit qu'aujourd'hui, on a beaucoup de nouvelles maladies qui sont des zoonoses, donc des maladies qui sont transmises de l'animal vers l'homme, et c'est notamment lié à ce déséquilibre qu'on est en train de créer sur les écosystèmes vivants. Donc maintenant, il y a vraiment déjà une première prise de conscience, c'est ce que fait l'OMS, et après, ça permet de faire le lien également avec la biodiversité, qui est un vrai sujet, qui monte, qui est une vraie urgence. Vous avez organisé beaucoup de thématiques, d'interventions autour de la biodiversité cette année ? Oui, tout à fait. C'est une année, on va dire, l'année dernière encore, c'était quelque chose qu'on commençait à voir sur les radars, mais où le secteur n'était pas encore suffisamment fort sur la question. Et là, cette année, on a eu énormément d'intervenants. Il y en a un vraiment je pense à revoir en ligne, parce que tout ce qu'on a fait, en fait, c'est un peu comme une université. Là, on peut vraiment tout voir. Il y a Michel André, qui est un explorateur français, bioacousticien, qui part dans les milieux reculés pour finalement mesurer la biodiversité grâce au son. En fait, il enregistre les sons de la biodiversité et il arrive à savoir comment évolue cet espace-là. Et ça fait partie des conférences des interventions qui vous ont marqué. L'agriculture, elle joue évidemment un rôle central pour la biodiversité. Il y a peut-être une idée à partager, c'est 4 pour 1000. C'est quoi 4 pour 1000 ? Super projet. En fait, au niveau de l'agriculture, il y a un nouveau mouvement qui se développe, c'est l'agriculture régénératrice. L'agriculture régénératrice, c'est le fait que, en fait, on a beaucoup... la science des sols est nouvelle, des sols vivants. Pendant longtemps, on a fait des modes d'agriculture qui ont appauvri les sols. L'agriculture régénératrice, c'est comment est-ce qu'on réenrichit les sols et comment est-ce qu'on capture le carbone dans les sols. Et 4 pour 1000, en fait, ça a été lancé en même temps que la COP 21, en marge de la COP par Stéphane Le Foll, alors ministre de l'Agriculture. Et ils ont réussi à prouver que l'agriculture régénératrice serait vraiment un des moyens les plus forts d'inverser la tendance du changement climatique. Et donc, ça consiste vraiment à appliquer au niveau mondial ces notions d'agriculture régénératrice. Oui, parce qu'on est toujours dans cette logique, on identifie des bonnes pratiques et on essaye de les dupliquer, de les partager et de les développer. Le sport, c'était un autre thème de cette édition 2021, vecteur évidemment de transition sociale. Ça, on en est conscient. Et environnemental, peut-être un petit peu moins. Est-ce qu'il y a une prise de conscience récente du sport, de sa responsabilité environnementale, notamment dans l'organisation des grands événements ? Bien sûr, et je pense que Paris 2024 en est un bon exemple. Paris 2024 veut être les premiers Jeux Olympiques vraiment verts et inclusifs. Voilà. Et ça, on le sent aussi dans plein d'autres secteurs. La filière sport est en train de se structurer. De manière générale, c'est-à-dire qu'on voit par exemple apparaître maintenant des habits de sport vraiment faits en matériaux recyclés, les ballons également. Donc tout l'aspect économie circulaire s'intègre assez fortement dans la filière sport. Et puis après aussi, comme vous le disiez, vecteur d'inclusion, puisqu'on a eu l'opportunité d'accueillir l'UNHCR, qui est l'agence pour les réfugiés au niveau des Nations Unies, qui est venue avec des représentants de la délégation olympique réfugiés des JO qui vont se faire dans quelques mois. Il y a eu aussi cette matinée consacrée à l'art engagé avec une vente aux enchères d'art durable organisée par Christie's. C'était quoi l'objectif de cette vente ? Alors, l'objectif de cette vente, alors déjà on avait remarqué que jamais avant il n'y avait encore eu de vente aux enchères vraiment dédiée à l'art durable. Et l'art durable, nous on l'a défini comme un art qui est à la fois éco-conçu, c'est-à-dire dans les choix des matériaux, etc., des procédés, des peintures qui ne soient pas polluantes et tout, et éco-conscient. C'est-à-dire qu'il est là aussi pour faire évoluer les mentalités et faire prendre conscience aussi à tout le monde des enjeux de notre planète actuellement. Et donc, il y a eu une vente aux enchères, c'est ça ? Il y a une vente aux enchères qui s'est aboutie notamment par la vente d'une œuvre de Sday,
C'est un peintre qui fait de l'art urbain, qui a fait déjà aussi des peintures parfois aussi en Afghanistan et dans d'autres lieux touchés par des conflits, et qui utilise aussi des procédés de peinture très éco. Oui, on était dans la logique et dans la thématique évidemment de Change Now. Est-ce qu'il y a une autre initiative, un autre, parce que là on a vraiment serré les 4 thèmes de l'année, mais il y avait tout le reste. Il y avait ce que je disais, la mode durable, le cinéma, enfin bon, j'en passe. Voilà, c'est vraiment tous azimuts. C'est ça ce qui est intéressant, c'est-à-dire que on voit qu'aujourd'hui il y a une transversalité des thématiques d'impact, de responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques que vous voudriez partager ? Alors, oui, en soi, c'est vraiment un tout. C'est-à-dire que la transition, faut la voir de manière holistique. Oui. Et je reprends rapidement un tout petit peu pourquoi. C'est en fait, aujourd'hui, on a 4 grandes équations à résoudre. Elles sont toutes un peu liées et parfois pas forcément dans le bon sens. Donc, c'est une équation qui est complexe. Il y a celle du climat, qui considère vraiment à combien de CO2 on rejette dans l'air. Il y a celle des ressources. Les ressources, c'est plus comment est-ce qu'on fait pour ne pas consommer 2 planètes par an. Là, très concret, par exemple, si on veut faire des voitures électriques partout, c'est très bien d'un point de vue CO2, mais par contre, d'un point de vue ressources, c'est plutôt mauvais. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre les 2 équations. Il y a le côté biodiversité et le côté transition humaine. Comment est-ce qu'on vient changer finalement les mentalités et les récits ? D'où tout l'aspect présence aussi du cinéma et de l'art, parce que c'est à travers l'audiovisuel qu'on crée beaucoup ces nouveaux récits. Il y a aussi l'aspect réglementation. Il y a un collectif de juristes qui s'est réuni autour de ce qu'ils appellent le Global Pact. C'est quoi ça ? C'est quoi cette idée ? Alors, pareil, sujet passionnant. En fait, on a accueilli plusieurs coalitions. Celle-ci en est une. C'est une coalition qui est née vraiment de la base des juristes qui, après la COP21, se sont dit... alors, COP21, vous voyez, ça marque quand même un certain tournant. Quoi qu'on en dise, voilà, on attend quand même encore des résultats, mais ça crée un tournant. S'il y a pas mal de frustration, c'est un tournant. C'est ça. Des avocats et des juristes se sont dit, en fait, on n'arrivera pas forcément à faire changer non plus les choses si on n'a pas un cadre légal international qui inscrit un peu comme une sorte de déclaration des droits constitutionnels de la nature. Voilà, faire ce document-là. Et donc, ils se sont rassemblés, ils ont fait monter le sujet au niveau des Nations Unies. Et là, aujourd'hui, ils sont en train de chercher justement à mobiliser les sociétés civiles à travers le monde pour appuyer ce pacte. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on les a accueillis parce qu'on trouve que c'est un très beau projet qui a été porté de manière très authentique, qui peut vraiment avoir un impact à la fin. Je voudrais qu'on revienne à l'engagement. On a parlé beaucoup des startups, des jeunes diplômés. La question de l'engagement de la jeunesse, on sait que les 18-25 ans votent peu. Je crois que l'abstention, j'ai retrouvé le chiffre, 52% d'abstention lors de la présidentielle de 2017. Comment ils s'engagent pour vous, les jeunes, s'ils ne votent pas forcément ? Alors déjà, je pense que c'est important en effet qu'ils s'impliquent davantage dans le jeu démocratique. C'est la première chose. On avait en clôture Johan Rockström. C'est qui déjà ? Donc c'est un chercheur, c'est un scientifique, éminent scientifique qui a créé le concept des limites planétaires. En disant, voilà, si on dépasse tel seuil, on met vraiment l'équilibre humain en danger. Donc quelqu'un de très pointu. Il disait en fait, il ne faut pas oublier que les personnes qui sont au pouvoir restent aussi le reflet des personnes qui sont des citoyens quelque part. Et donc si on veut aussi changer les choses, une des bonnes manières de le faire reste aussi par les personnes qu'on met au pouvoir. Donc allez voter. Donc il y a un vrai appel sur le aller voter dans tous les cas. Et puis après, il y a aussi choisir sa carrière. C'est aussi une deuxième manière de vraiment avoir un impact qui va au-delà, je dirais, alors c'est très bien, je pense qu'il faut le faire aussi, de consommer durablement, de faire attention aussi à et je crois que c'est ancré, mais lorsqu'on fait des choix, de regarder le packaging, de se dire est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ce produit tout emballé ? Est-ce que je ne peux pas plutôt faire du vrac, des choses comme ça ? Donc ça, c'est parfois plus difficile de se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de regarder cette vidéo que les copains partagent, quoi, parce que ça aussi, ça a un impact. Tout à fait. C'est-à-dire si on interroge nos comportements. Bien sûr. L'idée, c'est pas non plus forcément de tout couper et de renier sur tout. L'idée, c'est de faire les choix intelligents, de trouver s'il y a des alternatives, de les prendre. Mais au-delà de ça, clairement, les choix que l'on fait dans les urnes et les choix que l'on fait aussi dans son travail, je pense que c'est là où on peut avoir un gros impact. Alors justement, Change Now 2022, ce sera quand ? Change Now 2022, ce sera juste avant ou juste après l'élection présidentielle ? On n'a pas encore les dates fixes encore, mais on l'a déjà dans la tête.
Donc on avance bien sur ces sujets-là parce que on a besoin de ce rendez-vous. On a vu encore, là, ça fait avancer les choses. Et donc on sera là au rendez-vous en 2020. Ouais. Avec quand même peut-être, je reviens à ma question, l'objectif ou l'ambition de peser sur les débats de la campagne électorale? Oui, dans tous les cas, je pense que... alors, je vais dire oui, et en même temps, notre engagement n'est pas français ou franco-français. Bien sûr. Notre engagement est vraiment au niveau international. Donc d'un côté, on sait que ce qu'on porte va forcément se refléter quelque part dans la campagne. En tout cas, on l'espère pas mal. Mais voilà, nous, notre jeu, c'est de faire changer les systèmes au niveau international. Merci beaucoup, Santiago Lefebvre. On était très heureux d'accompagner Change Now, d'être les partenaires à Bismart de cet événement mondial des solutions pour la planète. Allez, on passe tout de suite à notre bonne idée du jour, c'est Smart Ideas. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Maxime Lacour, le président de LR Technologies Group. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Société de conseil en ingénierie qui a été créée en 2014. Avec quelle idée, quelle ambition? Quelle idée, quelle ambition? L'ambition de devenir un acteur différenciant sur son marché, avec justement deux piliers fondamentaux qui sont la qualité de vie au travail et la responsabilité sociétale. Donc ça, c'est vraiment, vous créez l'entreprise avec cette double ambition. Votre animal totem, c'est la libellule. Ah, exactement. Pourquoi c'est la libellule? Alors pourquoi cette libellule? Parce que justement, c'est un animal qui vit en fait dans l'herbe, dans l'eau, qui est proche de la nature, qui est agile, qui se balade. Exactement, ouais. Et qui est plutôt rapide. Voilà. Vous aviez envie aussi d'incarner ça. Alors, vous êtes un libellien. J'ai été voir sur votre site. Je reprends à mon compte votre terminologie. Un libellien, 400 collaborateurs, 400 libelliens, c'est ça aujourd'hui, un peu plus? On va être 500. Ouais. Voilà, en fait, on était 400 juste avant Covid, les sorties Covid. Là, on va être 500 collaborateurs au mois de juin. Là. Donc, ça veut dire que l'année Covid, vous avez réussi à bien vous en sortir? Comment? Alors, en fait, justement, sur nos deux piliers, on a été labellisé B Corp et on a été labellisé Great Place to Work pour la troisième fois. On avait labellisé Great Place to Work en 2016, 2018, 2021. Et là, on est devenu la troisième entreprise française dans une catégorie justement 250 000 collaborateurs. Ouais. Alors, donc la croissance, elle continue d'être rapide. Je reprends le bien-être au travail. Ça, si on essaie d'être un peu concret, dans une entreprise comme la vôtre, ça passe par quoi? Par quel type d'action, d'initiative? Il y en a énormément déjà, c'est chouchouter et bichonner nos collaborateurs au quotidien. C'est déjà faire attention, enfin c'est pas juste poser la question comment ça va, c'est vraiment s'intéresser à nos collaborateurs, s'intéresser à notre environnement, à notre écosystème de manière globale. C'est aussi bien la personne qui arrose les plantes dans l'entreprise, qui est la personne qui est à l'accueil de l'entreprise, qui est aussi à notre comité de direction. L'intégration justement des femmes à des postes clés dans l'entreprise, ça va être aussi le support au monde associatif, échanger aussi les codes dans l'entreprise. Ça veut dire quoi ça? Par exemple, tous nos équipes commerciales maintenant sont incentivées comme des commerciaux avec une partie variable, mais aussi il y a une partie où ils font des dons à des associations. D'accord. Il y a une partie ludique aussi. Moi, j'ai un peu l'impression que vous mettez ça en avant, le plaisir, le jeu, travailler avec cette notion-là. Alors oui, la partie ludique, c'était effectivement le point de départ, le point d'accroche de l'entreprise. Effectivement, le jeu a fait l'entreprise. Mais c'est plus difficile à 500 peut-être. Alors non, parce que c'est pas effectivement, c'est moins évident, mais on garde en fait justement cette notion de jeu, cette envie de participer, de faire des choses tous ensemble, de se réunir. Non, c'est important. Il y a le livre du libellien aussi. C'est quoi ça, le livre du libellien? En fait, on a décidé, depuis la création de l'entreprise, d'écrire le livre de l'entreprise avec des interviews de l'ensemble de nos collaborateurs, de voir ce que l'on peut faire. Et on a mis en fait ce livre à disposition sur notre site internet à l'ensemble de notre écosystème pour un petit peu montrer comment on a réussi à obtenir aussi ce label de Great Place to Work, comment on a réussi à obtenir ce label de B Corp et aussi comment on a réussi à obtenir cette croissance. Alors justement, ce label B Corp, qu'est-ce que vous avez fait pour l'obtenir? Parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus récent d'une certaine façon. Alors le label B Corp, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à la 99e B Corp française. On a été labellisé entre WeTransfer et Volvic.
Nous, on est une société versaillaise où aujourd'hui, on est labellisé avec Nature et Découverte. Donc, il y a 2 sociétés à Versailles labellisées B Corp. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est plein de petites choses au quotidien. En fait, la RSE dans l'entreprise, c'est pas quelque chose de vulgaire. Enfin, c'est quelque chose où il faut juste s'investir. Ça va être plein de sujets. C'est l'intégration du handicap, l'intégration des minorités dans l'entreprise. Ça va être des gestes éco-citoyens. Et c'est plein de petites choses qui font qu'on peut se présenter un label B Corp, mais qui est très difficile à obtenir. Oui, ça veut dire qu'en même temps, vous êtes une jeune entreprise, donc il ne faut pas changer le modèle. Vous étiez parti avec cette idée-là. C'est dans notre ADN, oui. C'est dans votre ADN. Quels sont justement les prochains efforts? Qu'est-ce que vous prévoyez? Parce que souvent, la première partie est la plus facile quand on cherche à limiter son impact, notamment environnemental. C'est plus compliqué après. Est-ce que vous avez déjà en tête ce que vous voulez encore améliorer? Ah oui, on a pas mal de sujets qu'on souhaite améliorer. Par exemple, là, on est en train de refaire tout notre siège, remettre en fait et de changer toute notre flotte de véhicules en véhicules électriques. Avec le Covid, on a maintenant travaillé énormément sur des visios et justement limiter les déplacements. En fait, on est en train de regarder comment le monde change. Et aussi écouter nos collaborateurs, c'est ce qui est le plus important, c'est de voir aussi le monde dans lequel ils souhaitent travailler, l'adapter. L'adapter et ça passe donc par c'est très collaboratif, c'est-à-dire que moi ce que je retiens c'est que tout le monde peut avoir une bonne idée et la partager pour l'entreprise. Ouais, c'est exactement ça. On peut dire ça et on peut le faire. Vous le faites. Voilà, on peut le dire, on peut le faire. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un collaborateur sur 2 choisira une entreprise labellisée qualité de vie au travail. Et pareil pour une entreprise, pour un collaborateur qui cherche une société RSE. Et en fait, nous, le sujet, c'était de se dire qu'il fallait qu'on écoute tous ces jeunes et que l'entreprise, qu'on la fasse avec eux. Merci beaucoup Maxime Lacour, bon vent à LR Technology Group. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, 9h, midi, 20h30 sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.